Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Je vais autoriser vos micros, je vais autoriser vos caméras pour ceux qui veulent. Voilà. Johan est bientôt parmi nous. Super. Voilà. Alors, parfait. Eh bien, merci à toutes et tous d'être là. Je ne vais pas parler très longtemps. Moi, je m'appelle Ondine et je travaille à Mednum pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai aujourd'hui la chance d'être accompagnée de notre cher partenaire Pix avec Déborah, Gaëlle et Johan. On a aussi David qui est parmi nous, qu'on fera intervenir tout à l'heure. Et donc, je vais peut-être vous laisser d'abord vous présenter avant qu'on enchaîne sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors déjà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc moi, je m'appelle Gaëlle Petit, je travaille chez Pix dans la direction déploiement, particulièrement auprès des professionnels de la médiation numérique. Et donc, on intervient à deux titres. Le premier axe, c'est le fait de d'utiliser des parcours dans le cadre de la formation des professionnels de la médiation. Donc, par exemple, les parcours Pix que vous pouvez passer en tant que conseiller numérique dans le cadre de votre formation continue ou initiale. Et aussi le travail du coup qui est fait pour donner accès à des parcours spécifiques pour les bénéficiaires de la médiation numérique. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Johan. Oui, et enchanté, Johan Coder. Moi, je suis en charge de l'Observatoire des compétences numériques chez Pix. Et donc, on travaille sur différentes études, dont notamment celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, une enquête sur les bénéficiaires de la médiation numérique, mais également sur les personnes en emploi, sur les étudiants et sur les élèves de collège et lycée. Tout à fait. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, on voit bien la présentation, tout va bien. Ok, super. Et on peut... on va peut-être laisser juste David se présenter avant d'enchaîner. Oui, bonjour, je m'appelle David Delimel. Je travaille à Métropole de Montpellier. Je suis détaché sur un CSAS, enfin le CIS, aussi sur le siège social, le siège social du CSAS, aussi à Port-Marianne, à Montpellier. Je travaille aussi sur des maisons pour tous et un Fab Lab à la Mosson le quartier de la Mosson de Montpellier. Trop bien. Merci beaucoup à toutes et tous de vous être présentés. Juste avant d'enchaîner sur la présentation, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On aura un temps à la fin pour les prendre et y répondre. Et puis, on vous laissera aussi la main à l'oral si vous préférez poser votre question à l'oral. Voilà. Mais n'hésitez pas en attendant à le mettre dans le chat. Voilà, c'est à vous. Je ne sais pas qui de Déborah ou de Gaëlle se lance, ou de Johan. Je vais prendre la main. C'est parti. Du coup, on va vous présenter donc l'enquête là qui va entrer dans sa phase de généralisation au 1er octobre. Alors, quelques mots sur Pix et l'Observatoire. Donc, Pix, c'est un service public français qui accompagne la transformation numérique de l'ensemble de la population française. On compte aujourd'hui 7 millions d'utilisateurs actifs et un référentiel de plus de 5000 épreuves. Donc, ces épreuves, elles couvrent l'ensemble des 16 compétences du DIFCOMP européen. La particularité de Pix, c'est qu'on évalue directement les compétences numériques des usagers. C'est-à-dire qu'à partir de mise en situation ou de petites épreuves, on vérifie si la personne sait faire ou ne sait pas faire. Donc, ce n'est pas du tout basé sur des éléments déclaratifs. Et Pix, du coup, est présent dans le monde professionnel, à l'université, dans les collèges et les lycées, et aussi à l'international. Donc, on a par exemple une cellule en Belgique, et puis on aura peut-être d'autres pays qui nous rejoindront par la suite. Ensuite, l'observatoire Pix.
Donc, on a été missionné à l'époque par le ministre de la Transition numérique. Donc, il y a eu l'écriture d'un rapport qui s'appelait la feuille de route France Numérique Ensemble. Et donc, au sein de ce rapport, la 15e des propositions était de créer un observatoire des compétences numériques et que celui-ci serait porté par le groupement d'intérêt public PIX. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir utiliser la donnée de PIX pour que l'observatoire soit un outil stratégique pour éclairer les politiques publiques et les initiatives privées. Alors, les 3 objectifs qu'on s'est fixés pour cet observatoire, donc le premier, c'est de diagnostiquer des besoins de formation donc au sein de la population française, que ce soit chez les scolaires ou dans la médiation numérique ou pour les étudiants. L'idée, c'est d'identifier des personnes qui sont en difficulté ou à l'aise avec le numérique. Voilà, une fois qu'on a réalisé ce premier état des lieux, deuxième objectif, essayer, dans la mesure du possible, d'orienter les politiques de formation des organisations privées au public. Et du coup, voilà, que l'observatoire soit vraiment un outil d'aide à la décision pour pouvoir élaborer des politiques en matière de numérique. Et puis, troisième point, mesurer l'impact. Donc là, c'est une fois qu'on a mis en place une politique, en fait, PIX, on a beaucoup d'utilisateurs et donc on peut avoir une utilité pour mesurer l'effet concret de la mise en place d'une mesure. Un petit focus sur notre première étude qui est parue en mars 2025. Donc, elle portait sur les personnes en emploi en France. Donc, avec un premier constat, un premier grand message pour notre observatoire qui était que 3 actifs en emploi sur 5 n'atteignent pas ce qu'on a défini comme l'autonomie numérique professionnelle. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'autonomie numérique professionnelle? C'est d'avoir un usage, dans la mesure du possible, efficace du numérique quand on est sur son poste de travail, quel que soit son type d'emploi, et qu'on puisse venir en aide à ses collègues plus en difficulté. Vous avez le lien dans la presse ici, vous pourrez retrouver tout le détail. Dans le chat. Et dans le chat, voilà, merci beaucoup. Focus donc du coup maintenant sur l'étude sur les bénéficiaires. Donc, les 2 grands objectifs qu'on s'est fixés pour cette étude, c'est de réaliser premièrement un état des lieux, un diagnostic donc du niveau des bénéficiaires de la médiation numérique lorsqu'ils viennent toquer à la porte de la médiation numérique pour demander de l'aide. Voilà, donc l'idée, c'est que la mesure de ce niveau en entrée des parcours, elle sera croisée avec des informations sociodémographiques, donc l'âge, le statut d'activité, voilà, et d'autres éléments que vous présentera Gaël. Deuxième objectif, essayer d'apporter une première brique ou en tout cas d'amorcer une définition de l'électronisme à partir donc des épreuves, pareil, Gaël vous présentera tout en détail, mais des épreuves qu'on a sélectionnées qui permettent justement de voir s'il y a un vrai décrochage de la part des bénéficiaires. Et en tout cas, voilà, on essaiera d'objectiver une définition. Et puis, troisième objectif, voilà, c'est que l'étude elle soit aussi un outil de plaidoyer pour mettre un coup de projecteur sur le secteur de la médiation numérique, et puis du coup pour enrichir déjà la connaissance générale sur le secteur. Et ensuite, voilà, quelques éléments de calendrier. Donc là, on démarre la phase de recueil des données à début octobre, et ça sera jusqu'à la fin de l'année 2025. On présentera donc les résultats sous la forme d'un rapport synthétique qui vous sera présenté dans un webinaire plutôt à horizon printemps 2026. On s'est fixé pour objectif d'avoir un minimum de 1000 répondants. C'est le minimum pour qu'il y ait une vraie représentativité au niveau national. Et donc, pour les territoires qui atteignent un seuil de 100 répondants, on pourra vous faire une mise en perspective de vos résultats avec le point de référence national qu'on va construire avec cette enquête. Pour les aspects méthodologiques, donc du coup, on va, dans la mesure du possible, si notre échantillon peut parfois être un peu imparfait, par exemple, on aura peut-être beaucoup trop de seniors ou peut-être pas assez de jeunes, enfin voilà. Donc, dans la mesure du possible, on va s'appuyer sur des données officielles pour redresser notre échantillon, donc en respectant à minima des quotas sur l'âge, le genre, le statut d'activité et les thèmes d'accompagnement.
il y en aura peut-être d'autres en allant piocher dans des données liées au baromètre du numérique ou des indicateurs INSEE, mais là, on verra. Et donc, l'intérêt pour vous, donc j'ai déjà évoqué la plupart des éléments, mais c'est que l'étude, du coup, elle répond à plusieurs enjeux du secteur de la médiation numérique, en tout cas selon nous. L'idée, c'est qu'on puisse objectiver le niveau des bénéficiaires à l'entrée des accompagnements, de valoriser et de documenter l'utilité sociale de l'accompagnement. Aussi, donc, du coup, c'est en lien avec le fait de mettre un coup de projecteur, c'est de montrer que les investissements dans l'inclusion numérique ne sont pas vains et qu'ils permettent d'accompagner la transformation numérique de la société française en général. Et puis, voilà, l'intérêt aussi, c'est d'avoir une mise en perspective pour les territoires qui seront les plus moteurs et qui vont réussir à mobiliser plus de 100 participants à la maille de leur département ou de la métropole pour pouvoir avoir une mise en perspective par rapport aux résultats nationaux. Et donc, je laisse la parole à Gaëlle qui va vous présenter le protocole d'enquête. Oui, tout à fait. Bien que tu passes à la slide suivante. Merci beaucoup. Oui, donc on a fait un petit schéma en 2 slides parce que c'est ce qui nous paraissait être le plus visuel et le plus compréhensible pour cette enquête. Donc l'idée, effectivement, comme l'a dit Johan, c'est de se focaliser sur un moment particulier dans l'accompagnement des bénéficiaires de la médiation numérique, c'est vraiment l'entrée de l'accompagnement parce qu'effectivement, on peut avoir nous, de la donnée chez Pix, en tout cas, de passage de parcours auprès des bénéficiaires qui sont faits plutôt soit en cours d'accompagnement sur certains modules ou certaines thématiques, ou alors en évaluation finale pour se rendre compte du niveau d'autonomie, par exemple, des bénéficiaires de la médiation numérique. Ça, c'est des données qui existent et qu'on a et dont on sera en capacité aussi de pouvoir exploiter si toutefois on veut faire par exemple, de la comparaison entre les données d'entrée et les données de sortie. Aujourd'hui, ce qui est très difficile à obtenir, et pour des raisons évidentes, c'est des diagnostics d'entrée à grande échelle. Ces données-là existent peu et vous êtes les premiers à savoir pourquoi. C'est qu'il est compliqué de faire passer des diagnostics qui peuvent être vus comme de l'évaluation dès l'entrée de l'accompagnement auprès de personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise, très assurées, ou potentiellement en difficulté sur les compétences numériques à raison, ou alors c'est juste un sentiment de compétence. Mais dans tous les cas, ça peut être compliqué de faire passer les diagnostics, raison pour laquelle, du coup, ce sont des données qui n'existent pas. Et en fait, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que l'idée de cette enquête, c'était aussi de produire de la donnée qui n'existe pas aujourd'hui pour justement pouvoir apporter une pierre à l'édifice, comme disait Johan, et pouvoir aussi apporter de la donnée et créer des nouvelles informations. Donc, raison pour laquelle on fait un focus sur l'entrée de l'accompagnement. Ça peut être soit le premier rendez-vous, soit le second. Ça dépendra un peu de comment est-ce que vous organisez votre accompagnement. Évidemment, les personnes qui viennent pour se faire aider sur sur un élément particulier qui ne reviendront jamais, ça peut être très compliqué de leur faire passer un diagnostic et ce ne sont même pas forcément exactement la cible. L'idée, c'est plutôt les personnes qui viennent s'adresser à vous et qui ont besoin de faire plusieurs accompagnements, qui vont potentiellement revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois, plus de fois. Et là, où on peut potentiellement après pouvoir comparer leur montée en compétences. Donc voilà pourquoi on se focus sur ce moment-là de l'accompagnement. Ensuite, effectivement, donc l'enquête, il y aura 2 temps. Un premier temps qui sera donc le passage d'un questionnaire socio-professionnel qui va nous permettre de pouvoir recueillir un certain nombre d'informations que je vous présenterai juste par la suite sur le participant, sur le bénéficiaire, parce que vous le savez bien mieux que nous, mais il y a beaucoup de typologies de publics différentes qui peuvent avoir des niveaux de diplôme différents ou alors une appétence avec le numérique différente. Et du coup, c'est ça qu'on voudrait pouvoir nous analyser et mettre en lien avec leur niveau réel qu'on va confronter dans un second temps, du coup, en leur faisant passer des parcours PIX. L'idée, c'est que l'enquête au total, ça ne prenne pas plus d'1 demi-heure, ce qui nous semble être le temps maximal pour faire passer l'enquête. On sait déjà que c'est très long comme enquête, de prendre 1 demi-heure sur un accompagnement pour faire passer une enquête. La demi-heure est vraiment
ça peut être déjà très long, mais nous, il est difficile de faire moins pour qu'on puisse obtenir quand même des données qui soient exploitables et analysables à des fins statistiques par la suite. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est des choses qu'on avait discutées aussi avec un certain nombre de professionnels en phase pilote, et c'est aussi la raison pour laquelle David est avec nous aujourd'hui, c'est qu'il va pouvoir un peu pouvoir présenter un peu son expérience parce qu'il a déjà pu faire passer l'enquête. C'est de passer à peu près un quart d'heure pour expliquer la démarche de l'enquête, ce qui se cache derrière l'enquête aux participants pour qu'ils sachent dans quelles conditions il va passer l'enquête, le fait qu'elle soit anonyme, etc. Et après, de passer à peu près, donc dans ce même quart d'heure, le temps pour pouvoir faire passer le questionnaire. Pour un certain nombre de participants, le questionnaire, donc c'est un questionnaire à passer en ligne, les participants vont réussir, a priori, à le passer par eux-mêmes. Certaines personnes, soit des grands débutants sur les compétences numériques, ou alors les personnes qui peuvent avoir des difficultés sur la lecture, pourraient avoir besoin d'aide d'un professionnel à cet endroit-là. Donc après, ce sera à vous de voir au cas par cas. Nous, on ne voit aucune difficulté d'un point de vue de l'analyse et de l'enquête pour que ce soit le professionnel qui remplisse intégralement le questionnaire pour le compte du bénéficiaire. Parce que ce n'est pas à cet endroit-là qu'on va vraiment analyser ses compétences numériques. Donc, si jamais ça peut faciliter ou réassurer le participant, etc., ne pas le bloquer, en tout cas dès la phase du questionnaire, nous, on n'en voit aucune difficulté. On avait pu effectivement discuter avec d'autres personnes qui ont pu déjà passer des enquêtes, dont M. Macaluso qui est avec nous aujourd'hui, et qui, du coup, lui, disait qu'il a fait passer effectivement une enquête aussi où il y avait un certain nombre de questionnaires qui pouvaient être répondus soit par voie numérique, soit par voie d'un questionnaire papier. Et a priori, dans les réponses, 80% des répondants avaient réussi à remplir le formulaire par voie numérique. Donc, on se fonde un peu sur ces données-là pour se dire qu'a priori, ça peut être réalisable par la majorité des participants. Mais effectivement, David pourra discuter de ça après. Et puis, si jamais, Thomas, tu veux prendre la parole aussi, voilà, il n'y aura pas de souci pour discuter de cette partie-là. Et donc après, effectivement, à l'issue du questionnaire, quand on valide le questionnaire, donc on ne peut plus revenir sur les questions du questionnaire et on entame directement les parcours PICS. On a choisi volontairement de créer 3 parcours PICS parce que donc, vous savez comment fonctionne PICS. On ne peut pas sortir d'un parcours quand le parcours est démarré. Sauf que nous, on ne voulait pas retrouver coincés des gens qui n'ont pas les compétences numériques ou alors qui ont très largement dépassé le temps, continuer à passer le parcours et donc se mettre en difficulté ou alors mettre en difficulté le professionnel. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer 3 parcours qui sont enchaînés les uns aux autres. Et donc, tous les parcours sont aussi enchaînés au questionnaire pour en fait, lier toutes les informations entre elles. Donc, le premier parcours, c'est sur les compétences manipulatoires. Pareil, je vous montrerai après, si vous voulez, les épreuves choisies et les thématiques, les sujets choisis. Mais voilà, les compétences manipulatoires dans le parcours 1, il y a 3 épreuves. C'est très schématiquement l'utilisation d'une souris et l'utilisation du clavier. Donc là, pareil, si jamais il y a des personnes qui sont grandes débutantes, pour qui ces épreuves-là sont déjà une difficulté, nous, on ne voit aucune... nous, en tout cas, on pense qu'il peut être important que le médiateur ou le conseiller numérique à ce moment-là soit accompagne le participant en lui faisant, par exemple, passer les épreuves où vraiment c'est la panique et en le faisant sortir de l'enquête si jamais c'est vraiment trop compliqué. Nous, d'un point de vue statistique, quelqu'un dont on a juste les réponses aux questionnaires sociaux-pro et où on a le passage d'un parcours 1 où toutes les épreuves ont été passées, c'est aussi une information qui est importante pour nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que l'enquête ne se limite pas à des personnes qui pourraient avoir les compétences minimum pour passer l'enquête, c'est qu'on arrive quand même à avoir un certain nombre de personnes qui passent l'enquête en ayant des difficultés, y compris sur les compétences très basiques, voire manipulatoires. On sait que ça ne peut pas être forcément très évident pour vous de leur faire passer l'enquête, mais dans la mesure du possible, si jamais ils sont motivés sur le sujet et qu'ils sont volontaires à passer l'enquête, c'est aussi des données qui nous sont importantes pour pouvoir un peu nuancer justement les résultats et ne pas avoir que des personnes qui ont un niveau minimum. Ensuite, le parcours 2, les compétences de base.
Donc là, il va y avoir des questions sur la recherche sur Internet, sur l'utilisation d'une messagerie électronique et d'une messagerie instantanée, sur, par exemple, un site d'achat en ligne. On va avoir aussi l'arborescence fichier-dossier, le phishing, par exemple. Donc voilà, ça, c'est les questions qu'on peut trouver. L'idée, c'est qu'à l'issue du parcours 1 et du parcours 2, on ait pu un peu balayer un certain nombre de sujets qui font partie un peu des compétences basiques sur lesquelles il est important d'être autonome et donc du coup justement de savoir combien de personnes en entrée d'accompagnement le sont ou pas sur ces compétences-là. De la même manière que le parcours 1, il est tout à fait possible de s'arrêter à l'issue de ce parcours-là, c'est-à-dire que si jamais le participant se sent déjà en difficulté ou alors qu'il a déjà passé le temps de 15 minutes, eh bien, il peut tout à fait s'arrêter là, il ferme la page, il ferme l'onglet et nous, on aura les résultats qui seront remontés de notre côté. L'important, c'est de ne pas s'arrêter au milieu d'un parcours. Donc, si jamais le participant est en difficulté au milieu du parcours, eh bien, lui, il peut cliquer sur le bouton de passer l'épreuve, ou alors vous, en tant que professionnel, le faire à sa place pour du coup le faire sortir du parcours, mais que nous, on ait bien quand même les résultats qui nous soient remontés, parce qu'on ne les a pas au cours du parcours, on les a bien à l'issue du parcours. Et donc après, un parcours 3, où là, l'idée, c'était de faire un peu un petit pas de côté sur les compétences de base, et donc de pouvoir porter des épreuves qui sont plus de l'ordre de la culture numérique. Donc, par exemple, il va y avoir des questions de savoir est-ce que vous savez ce que c'est un prompt d'intelligence artificielle? Est-ce que vous savez remplir un service administratif en ligne? Est-ce que vous savez quelles sont les grandes actions des réseaux sociaux? Enfin, voilà, comment est configurée une application de réseaux sociaux, etc. Pareil, je vous montrerai les épreuves plus en détail tout à l'heure. Là, l'idée, c'était de pouvoir, comme disait Johan, dans cette définition un peu de l'électronisme dont on aimerait essayer de poser quelques bases à l'issue de l'enquête, c'est d'arriver à nuancer le fait de se dire que toutes les personnes qui sont tous les bénéficiaires de la médiation numérique, s'ils n'ont pas les compétences de base, ils n'ont pas aussi potentiellement des éléments de culture numérique. On a déjà eu des retours de professionnels sur place qui nous disent voilà, nous, on a des gens, et vous le savez très bien, bien mieux que nous, qui potentiellement ne savent pas utiliser une boîte mail, mais qui ont déjà utilisé l'IA parce que maintenant, c'est rentré partout et que, par exemple, il y a une IA sur WhatsApp. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'essayer un peu de nuancer ces éléments-là et potentiellement d'arriver à de l'analyse. Alors, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais potentiellement de dire qu'il y a des gens qui n'auraient pas réussi les 10 premières épreuves, mais qui peuvent potentiellement réussir des épreuves du parcours 3 de culture numérique. On sait néanmoins qu'un certain nombre de participants n'atteindront pas ce parcours-là. Donc ça, on le sait aussi. L'idée, c'est justement de pouvoir faire en sorte d'avoir le maximum de participants sur l'enquête, même si on sait que tous passeront au minimum le parcours 1, mais que seulement une partie arriveront au parcours 2 et qu'ensuite seulement une partie arriveront au parcours 3. Mais bon, ça permet quand même d'obtenir des résultats et des informations sur les compétences numériques. Ça arrive. Sur la posture du professionnel, effectivement, contrairement à d'autres enquêtes que Johan a pu faire passer sur d'autres publics, vous le savez mieux que moi, les bénéficiaires de la médiation numérique peuvent être un public qu'il faut accompagner pour faire passer des enquêtes. Il peut y avoir de la méfiance, il peut y avoir des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, des gens qui pensent qu'ils n'auront pas le niveau, des gens qui ne veulent pas être évalués, etc. etc. Donc, c'est pour ça que, selon nous, il est important que la présence d'un professionnel soit réelle, en tout cas à côté des participants lorsqu'ils vont passer l'enquête. En fonction du niveau, soit être juste derrière leur épaule si ça ne les stresse pas, mais sinon être plus ou moins dans la pièce au cas où il peut y avoir des difficultés et qu'ils auraient des questions. Donc ça peut être effectivement, comme je le disais, soit pour aider à répondre aux questionnaires, soit parce qu'il y a des difficultés de lecture ou alors il y a des difficultés à utiliser un clavier, une souris, etc. Il y a un peu de panique. Ça peut être aussi pour réassurer le participant en lui disant que ce n'est pas une évaluation, que ce n'est pas noté, que ce n'est pas grave de ne pas savoir, parce que c'est aussi la raison pour laquelle il est avec vous et qu'il s'est dit qu'il pouvait être accompagné sur les compétences numériques. Donc voilà, tout ce travail-là que de toute façon vous faites dans la vie de tous les jours, mais voilà, au sein de l'enquête, surtout qu'effectivement, vu qu'on vise des publics en entrée d'accompagnement, c'est des gens qui n'ont pas encore été accompagnés. Donc voilà, il y aura sans doute ce travail de réassurance à faire.
Si jamais il y a besoin, comme je le disais, soit de cliquer sur passer sur les épreuves si jamais c'est la panique et que le participant n'arrive pas à le faire par soi-même, ou alors de les aider à sortir du parcours en leur disant c'est aucun problème pour partir du parcours maintenant. À la fin du parcours 1, vous avez déjà réussi le parcours 1, c'est déjà super. Voilà, on peut s'arrêter là, pas besoin de continuer sur le parcours 2. On ferme l'onglet et on passe à autre chose. Donc voilà, l'idée c'est effectivement, ça nous paraît important, mais David, tu pourras aussi donner quelques bits dessus, d'avoir effectivement des professionnels qui soient présents dans les salles pour un peu encadrer le passage de l'enquête auprès de ces publics-là. Le public concerné, bon là je commence à me redire un peu, mais effectivement l'entrée d'accompagnement, comme je le disais, alors si jamais c'est quelque chose qui est envisageable dans votre structure ou au niveau du territoire que vous accompagnez ou auprès d'un certain nombre de publics que vous accompagnez, ce qui pourrait être pas mal, c'est d'arriver à systématiser le passage de l'enquête. Donc là, sur les 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois du passage de l'enquête, au début de l'accompagnement, lors du premier atelier, que ce soit un peu systématisé le fait de passer l'enquête. David, effectivement, c'est ce que vous avez mis en place. C'est souvent ce qui permet d'aller peut-être un peu plus vite aussi dans la prise en charge. Mais ça, après, ce sera à vous de voir. Effectivement, par contre, sont un peu de manière assez logiquement exclus du scope de nos publics les participants qui sont là et qui vont venir passer leur 5e accompagnement. Bon, bah là, effectivement, ce n'est pas trop l'idée. L'idée, c'est vraiment que seules les personnes qui arrivent dans l'accompagnement, dont ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore commencé vraiment la médiation, puissent passer l'enquête pour qu'on puisse effectivement sortir des chiffres d'entrée. Pour le choix du matériel, eh bien, écoutez, c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Si vous préférez utiliser le matériel disponible dans la structure, enfin dans votre lieu de médiation numérique, eh bien, nous, ça nous va, aucun problème. Si jamais les personnes préfèrent utiliser leur téléphone parce qu'ils sont plus à l'aise sur leur téléphone, aucun problème non plus. Il faudra juste leur transmettre le lien de l'enquête. Je vous présenterai après, on a fait un kit de com avec des QR codes, si jamais il y a des gens qui sont à l'aise avec le principe du QR code et qui veulent l'utiliser sur leur smartphone. Nous, effectivement, tout est, que ce soit ordinateur, tablette, smartphone, tout est possible. Le seul critère, on va dire, c'est d'utiliser le même appareil tout le long de l'enquête pour justement ne pas casser cette chaîne entre le questionnaire socio-professionnel, le premier parcours, le deuxième parcours et le troisième parcours. Donc, si jamais, et là, je crois que c'est la slide d'après, non, ce sera celle d'un bord d'après. Mais effectivement, si jamais une personne quitte l'enquête, ferme l'onglet, ferme la fenêtre Internet, eh bien, en fait, les données ne seront... du coup, nous, on ne va garder que les données qui auront été validées. Donc, si jamais ça intervient au cours du parcours 1, nous n'aurons que les informations du questionnaire. Si jamais ça arrive au cours du parcours 2, on aura le questionnaire et le parcours 1. Donc, c'est pour ça que c'est important d'utiliser vraiment le même outil pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement d'outil en cours de passage, etc. Pour faire en sorte qu'on puisse bien lier les données. Ensuite, donc, la slide d'après qui arrive, voilà, c'est le chaînage. Donc, effectivement, à la fin de chaque parcours 1, parcours 2, parcours 3, il y aura 2 informations qui vont s'afficher. Premièrement, le taux de réussite aux questions. Et donc, du coup, voilà, ça se sera indiqué. Et du coup, un message qui propose de continuer vers le parcours 2 sur 3 ou 3 sur 3. Nous, ce qu'on recommande, c'est donc de ne pas dépasser 15 minutes au total pour passer l'ensemble des tests. Et donc, si jamais on juge qu'il faudrait avoir un taux de réussite de 60% minimum, ce qui du coup correspond à la réussite de 2 questions sur 3 en parcours 1 et un peu plus de la moyenne sur le parcours 2, pour passer au parcours suivant. C'est des recommandations, bien évidemment. Si jamais il y a un participant qui insiste énormément pour continuer le parcours parce qu'il trouve ça super intéressant, etc., voilà, l'idée, c'est pas que ça s'arrête brutalement. Nous, c'était juste pour nous dire que c'est les deux critères qui nous paraissent pouvoir potentiellement ne pas mettre le participant en difficulté si jamais il est déjà pas hyper sûr de lui. Après, voilà, si jamais vous avez des gens qui insistent et vous, ça ne vous dérange pas dans votre accompagnement de les laisser sur le test, nous, ce n'est pas forcément un problème d'un point de vue d'analyse statistique parce qu'on a le temps de passage aux épreuves des participants.
Donc, typiquement, si jamais un participant met 5 minutes à faire le premier exercice sur l'utilisation de la souris, même s'il le réussit au bout des 5 minutes, nous, ce sera quand même une information qu'il a mis 5 minutes à le réussir. Donc, en fait, on pourra quand même, c'est des données qu'on pourra quand même exploiter. Et voilà, et donc j'ai bientôt fini la présentation. Et donc, effectivement, ne pas sortir de l'enquête en dehors des pages de fin de parcours. Si jamais toutefois ça se produit, nous, on conseille de ne pas recommencer l'enquête parce que du coup, ça va être la même personne qui va compter 2 fois dans nos analyses. Donc voilà, donc effectivement, si jamais une personne arrête au milieu, c'est pas grave. Tant pis, il aura participé, on aura au moins un certain nombre d'informations sur lui, c'est déjà super, mais effectivement, on recommande de ne pas recommencer l'enquête pour cette personne-là. Là, ce que je vous proposais de faire, c'était de vous présenter un peu la documentation qu'on met à disposition des professionnels pour qu'ils puissent faire passer l'enquête. Donc, il y a un lien vers un cloud dans lequel, du coup, il y a plusieurs documents qui sont présents. Donc, un kit d'enquête qui reprend en fait les informations qu'on présente avec Johan, mais avec un peu plus de détails, etc., et que vous pourrez potentiellement imprimer si jamais tel est votre souhait, ou en tout cas, voilà, il y a une version PDF. Il y a la présentation qu'on a fait aujourd'hui encore plus courte pour avoir un peu les informations vraiment importantes. Donc, si jamais vous avez besoin d'y retourner ou alors de la transmettre à des collègues à vous, ou alors à des personnes qui travaillent avec vous dans l'équipe, etc. Et un kit de communication. Donc, effectivement, là, Déborah vous a mis normalement dans le chat le lien vers le cloud. Moi, ce que je vous proposais de faire, c'était de présenter au moins le guide. Parce que du coup, c'est dans le guide qu'on va retrouver le détail de l'ensemble des questions du questionnaire socio-professionnel et aussi des épreuves. Donc voilà, donc là, Johan est en train de descendre le guide. Donc voilà, effectivement, on reprend les éléments qu'on vous avait présentés, l'objectif de l'enquête, la posture du professionnel, etc. Est-ce que tu peux juste remonter au niveau du questionnaire, s'il te plaît? Ouais, ça. Ouais, superbe. Et donc là, effectivement, on a donc les 13 questions qui sont posées aux participants lors du questionnaire pour effectivement pouvoir un peu avoir des éléments sur eux pour pouvoir effectivement les analyser après. Quelle est l'adresse du lieu d'accompagnement? L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir leur adresse personnelle. C'est une donnée qui est une donnée personnelle et dont on n'en fera rien. On part du principe que les gens ne vont pas aller à l'autre bout de la France pour se faire accompagner et donc ils vont être globalement dans leur quartier ou assez proches de chez eux. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir après comparer ces adresses-là avec des données de type les cartographies des quartiers prioritaires de la ville ou des zones rurales, ou de pouvoir aussi identifier les différences qu'il peut y avoir entre les gens qui habitent dans des grandes villes, dans des petites villes, etc. Ou en tout cas, est-ce que ça change et est-ce que c'est un indicateur discriminant? Ensuite, quel est votre genre, quel est votre âge, quel est votre niveau de diplôme, votre statut d'activité, donc est-ce que vous êtes en emploi, en formation, retraité, etc. Pour les personnes qui sont en emploi ou qui sont retraitées, quelle est ou était votre catégorie socio-professionnelle? Ensuite, quel sujet souhaitez-vous aborder lors de votre accompagnement? Là, l'idée, c'était de pouvoir mettre un peu en lien le sentiment de compétence, donc les éléments sur lesquels les gens ont l'impression de devoir être accompagnés, et du coup, la réalité quand ils vont passer les tests. Donc, si typiquement, quelqu'un dit qu'il a besoin d'aide sur l'utilisation de la messagerie électronique et que nous, on voit qu'il a réussi l'épreuve, c'est une information aussi sur justement le sentiment de compétence. Avez-vous besoin de quelqu'un pour réaliser certaines démarches en ligne? Là, c'est de savoir si jamais il y a la présence d'un aidant ou pas dans l'entourage de la personne, qui évidemment peut potentiellement jouer sur le niveau et sur la maîtrise de certaines compétences. Alors, avez-vous utilisé Internet autour des 3 derniers mois? Là, c'est une question qui a été utilisée dans des enquêtes INSEE ou dans l'enquête du DESI, qui était une grande enquête européenne qui a été répondue il y a quelques années et qui était un peu la question sur laquelle se basait le fait de pouvoir qualifier les participants d'être en situation d'électronisme ou non. Donc là, l'idée, c'est que nous, on voudrait réutiliser cette question et d'essayer de la nuancer. Parce qu'en fait, on pense que l'immense majorité des gens auront déjà utilisé Internet au cours des 3 derniers mois. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont la maîtrise de toutes les compétences numériques de base. Donc voilà, l'idée, c'était un peu d'utiliser ça et de pouvoir un peu après le nuancer.
Alors après, il y a 2 questions qui sont plutôt pour ambition de faire un peu un lien entre l'électronisme et l'illettrisme, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des inférences entre les deux et que potentiellement quelqu'un qui a des difficultés à lire pourrait avoir aussi des difficultés à utiliser des outils numériques. Pas forcément, mais pourrait. Donc voilà, l'idée, c'est d'ajouter donc deux petites questions et de pouvoir potentiellement identifier un faisceau d'indices sur une situation d'illettrisme. Donc la première, avez-vous besoin d'aide au quotidien pour lire des documents d'ailleurs, je vois qu'il y a une erreur, et faire des calculs. Donc nous allons pouvoir modifier le guide. Et avez-vous rempli le formulaire seul? Et donc ensuite, parmi ces actions, lesquelles savez-vous réaliser? Là, l'idée, c'était de se dire que si une partie des participants ne passe pas le parcours 3, pour plein de raisons, il n'y a plus de temps, ils n'ont pas forcément envie, ils jugent qu'ils n'ont pas les compétences d'arriver jusque-là, eh bien, ça nous était important d'avoir des données déclaratives sur leur sentiment de compétence sur ces sujets-là. Donc, typiquement, est-ce que vous savez ce que c'est un prompt IA? Oui, non. Et nous, après, soit on le compare avec les résultats réels parce que la personne a passé le parcours 3, soit on a une information sur un sentiment de compétence de cette personne sur ce sujet de culture numérique. Et après, sur quel outil numérique utilisez-vous pour passer l'enquête? Là, de la même manière, évidemment, une personne qui va utiliser un téléphone, ce n'est pas les mêmes compétences numériques qu'on va juger par rapport à une personne qui va passer le test sur ordinateur, typiquement sur les souris, sur les épreuves sur la souris. Et donc après, effectivement, sont détaillées, et je vais finir là-dessus, du coup, toutes les épreuves de chaque parcours pour que vous puissiez vous les connaître et donc savoir les épreuves auxquelles vont être confrontées les personnes que vous allez accompagner. Donc voilà, ça c'est le premier parcours, donc le double clic, le glisser-déposer de la souris et puis après le clavier. Ensuite, sur le parcours 2, rechercher en ligne, utiliser une messagerie instantanée, utiliser une messagerie électronique, être familier avec l'arborescence des fichiers et dossiers, puis utiliser des sites d'achat en ligne, résoudre des problèmes. Donc là, en l'état, c'est savoir comment faire mot de passe oublié et reconnaître du phishing. Et ensuite, sur le parcours 3, donc plutôt de culture numérique, petit pas de côté, l'usage d'un prompt d'intelligence artificielle, les services en ligne, la publicité en ligne, et la dernière page, la double authentification et l'interface des réseaux sociaux. Donc voilà, comme ça, vous avez l'ensemble des informations au même endroit. Et ensuite, est-ce que, juste pour terminer, avant de passer la parole à David, parce que ça fait déjà un certain temps qu'on me présente, est-ce que tu pourrais revenir en arrière dans le cloud pour montrer le kit de communication, s'il te plaît? Et donc voilà, et donc là, on va montrer juste l'affiche, mais effectivement, donc on a fait des affiches que vous pouvez imprimer et coller sur les murs dans les lieux de médiation, sur laquelle vous allez retrouver effectivement les informations qui correspondent à l'enquête, donc en disant que c'est une enquête nationale et que c'est important de participer, etc. Et qu'il y a 2 manières de pouvoir participer, soit accompagné d'un médiateur numérique. Donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir remplacer la partie nom ou lieu de ma structure en disant, par exemple, venez passer l'enquête tous les mardis avec un tel, etc. Ou alors, effectivement, de leur faire scanner le QR code. Et là, c'est plutôt quand vous allez être en train de faire passer l'enquête. Si jamais il y a des gens qui veulent utiliser leur propre téléphone pour passer l'enquête, ils peuvent scanner le QR code si c'est quelque chose qu'ils savent faire et passer l'enquête sur leur téléphone. Donc, on a fait aussi des visuels réseaux sociaux, etc. pour permettre de faciliter le passage de l'enquête. Voilà, c'était un peu un tunnel, donc j'espère qu'on n'est pas allé trop vite et que c'est compréhensible ce qu'on a expliqué. J'ai vu qu'il y avait eu déjà quelques questions-réponses dans le chat, donc n'hésitez pas à continuer d'en poser si jamais il y a des choses qui n'ont pas été assez claires. Et là, effectivement, on va peut-être passer la parole à David. Si jamais vous voulez vous présenter et puis un petit peu revenir. Donc, David a fait partie de la phase pilote de l'enquête qui a commencé en juin et qui, là, va se terminer à la fin du mois de septembre. Et donc, tu as quand même pas mal d'expérience sur le passage de l'enquête. Donc, si jamais tu veux revenir un petit peu là-dessus. Oui, alors déjà pour la mise en place, c'est ce qui a été un peu plus difficile pour nous, en fait. C'est-à-dire que, bon, déjà, on a su ça, je crois, c'était en mai ou en juin, je ne sais plus. Pour mettre en place, en fait, ce qu'il y a, c'est que vu qu'on est détaché sur un CSAS, le CIUS à Montpellier, on s'est dit qu'on allait se servir de la base de données en fait, du CIUS, puisque là-bas, on reçoit quand même beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers, on reçoit des journées individuelles,
On travaille aussi sur d'autres secteurs comme des maisons pour tous. On travaille aussi à la Mosson sur Gisèle Halimi. Et du coup, le but, ça a été de récupérer ces bases de données en fait, pour pouvoir appeler les demander s'ils voulaient venir justement faire une évaluation pour voir à quel niveau ils étaient en fait. J'ai rencontré au moins une fois, beaucoup ont accepté, c'est-à-dire qu'on a reçu à peu près une centaine de personnes. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a étalé ça en fait sur les 2 mois, juillet et août. Alors sur le mois de juillet, il n'y avait qu'une personne qui pouvait s'en occuper parce que moi j'étais en vacances. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait 2 sessions par semaine, 2 après-midi, et chaque après-midi, en fait, c'était 3 sessions d'1 heure. C'est-à-dire qu'on prenait un quart d'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour expliquer un petit peu ce que c'était, déjà mettre un peu les personnes en confiance. On prenait encore à peu près 10 minutes quand ils remplissaient au début, savoir de quelle ville ils venaient, ceci, cela, parce que forcément, il y a des questions. Qu'est-ce que c'est, si c'est pas trop personnel, etc. Et ensuite, on arrive justement sur les 3 parcours, où là, il faut être assez vigilant, puisque bon, les gens ont tendance à refermer les fenêtres quand ils utilisent Internet, donc ils ne pensent pas, ils ferment la fenêtre, donc du coup, ils arrêtent, ils arrêtent les parcours. Donc ça, il faut être assez vigilant. Après, il y a l'effet aussi que la personne, par exemple, qui va aller sur le premier parcours, qui va trouver ça très facile, qui va rentrer bien dans le jeu, en fait, qui va se lancer sur le deuxième, et le troisième, qui va être un peu plus compliqué pour lui. Et en fait, pour lui, ça devient un défi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'on essaie de lui expliquer que ce n'est pas un concours, que si jamais il ne sait pas, qu'il passe, en fait, hein, qu'il passe sur l'autre question. Et les gens ont du mal. Ce qui fait que, du coup, pour ce que vous disiez tout à l'heure, pour les 15 minutes, pour faire les 3 parcours, moi, ça me semble un peu léger. En constatant avec les gens que j'ai reçus, moi, je pense que ce serait plutôt 30 minutes. Parce que le problème qu'il y a, c'est que vous allez tomber sur les gens qui vont avoir une certaine frustration si vous mettez 15 minutes, où ils vont se dire je suis nul. Parce que déjà, au bout de 30 minutes, c'est ce qu'ils vous disent. Ceux qui n'arrivent pas à faire les parcours, ils vous disent oui, moi, je suis nul. Voilà. Donc on leur dit non, vous n'êtes pas nul, c'est juste qu'on ne vous l'a pas appris en fait. Donc on essaie de rassurer. C'est pour ça qu'il faut toujours être là pour rassurer les gens. Il faut aussi accompagner parce qu'il y a quelque chose qui a été très difficile pour eux, en fait, sur les parcours. Et je pense que c'est aussi le cas sur les modules PIX pour certaines personnes, c'est que des fois, ils ne comprennent pas toujours la question. Donc, du coup, il faut réexpliquer un petit peu la question, remodéliser un petit peu le truc pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent avancer. Mais en général, après, ça part sur un bon truc parce que les gens sont assez contents, même quand ils n'ont pas réussi leur parcours alors qu'ils voulaient absolument réussir. On leur explique en fait que ça passe beaucoup mieux et du coup, les gens sont assez contents. Donc, je pense qu'au niveau du temps, 15 minutes, pour moi, je trouve que c'est trop court. C'est trop court. En fait, on faisait des sessions en plus, donc je vous disais 1 heure parce qu'après, on discutait aussi à la fin avec eux parce que ça leur faisait du bien de décompresser un petit peu parce qu'ils avaient un sentiment de pression un petit peu, comme s'ils passaient un concours en fait. Hein. C'est un peu ça. Donc, du coup, après, il faut quand même être là pour les rassurer, de leur dire c'est pas grave, vous inquiétez pas, de toute façon, on va se revoir, vous allez revenir pour de l'individuel, on vous expliquera. Et surtout aussi, quand ils arrivent au bout de chaque question, donc nous, on a attendu qu'ils finissent le module pour leur expliquer, en fait, pourquoi, en fait, ils n'avaient pas bien répondu. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça, puis ils vont se dire ah oui, mais moi, en fait, je suis passé, mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Alors, on explique qu'il y avait la réponse en dessous, mais ça, ils ne l'avaient pas forcément vu. Et dans certaines questions qu'il y a dans le module, je crois qu'il y avait, si je me rappelle bien, je crois que c'est dans le deuxième, il y a une question où en fait il faut répondre à un mail et dire merci. Voilà. Là, par exemple, le merci, ils ne le voyaient pas. Donc en fait, ils essaient d'envoyer le mail mais sans rien. Ou alors eux, ils écrivaient leurs propres mots, genre je vais bien, des choses comme ça. Donc en fait, ils passent à côté de ça, puis ils me disent moi je comprends pas parce que moi j'ai renvoyé le mail comme il fallait et tout ça. Et du coup, ça leur fait perdre du temps. Et ils se disent ah oui, mais là on va pas avoir le temps de finir. Parce que c'est ça dans leur tête en fait, c'est de se dire je vais pas avoir le temps de finir. Donc, en fait, je pense que c'est ça. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, de toute façon, il faut un accompagnant professionnel à côté. Il faut quelqu'un qui a l'habitude de recevoir du public. Et à partir de ce moment-là, je pense que tout se passe bien. Et après, c'est la compréhension, comme je vous l'ai dit tout au début, c'est de la compréhension de pourquoi ils le font. Donc, on leur explique d'abord que c'est pour eux. Bien sûr que vous, ça va servir aussi pour pouvoir faire avancer les choses. Mais que d'abord, c'est pour eux qu'on sache à peu près où ils en sont, qu'eux sachent où ils en sont. Parce que souvent, les gens, ils pensent tout savoir, puis finalement, s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de lacunes sur pas mal de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, pour revenir à l'organisation, je pense que c'est ça le plus compliqué. Donc moi, on a la chance d'avoir des grosses structures, en fait, on a pu aller, mais ça ne nous a pas empêché de penser aussi à autre chose. Par exemple, pour les gens qui sont dans des villes où il y a des CSAS, moi, j'avais préconisé, en fait, par exemple, d'aller voir les clubs de l'âge d'or. C'est-à-dire d'aller voir un responsable et de présenter ça comme un jeu. C'est-à-dire une évaluation, mais en même temps un jeu. Ce qui fait que du coup, les gens étaient très intéressés. Malheureusement, en 2 mois, moi, je n'ai pas eu le temps de pouvoir concrétiser la chose. Mais je sais que les personnes, les responsables de l'âge d'or, des clubs de l'âge d'or, sont très intéressés par ça. Donc, on vient de faire des sessions comme ça avec 6-8 personnes et qu'on fasse une matinée chez eux ou une après-midi.
voyez, je pense qu'après, il faut renouer justement avec ce qu'on a autour de nous. On a fait ça avec les maisons pour tous, on a fait ça avec le CCAS siège à Port-Marianne, et du coup, ça nous a donné pas mal d'aide, ce qui fait qu'on a eu à peu près une centaine de personnes en fait, qui sont venues. Donc voilà, à peu près, je pense que, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est à peu près ce que nous, on a vu en fait en faisant ça, quoi. Ouais, c'est super intéressant au sujet de la durée, parce que du coup, effectivement, en fonction des participants, on peut avoir un peu les deux. Nous, on s'était dit qu'il fallait, on avait donné un peu ce maximum du quart d'heure sur les parcours, parce que c'était aussi une manière de ne pas passer trop de temps sur l'enquête. Et pour un certain nombre de professionnels, c'était un peu un sujet, parce que du coup, vous, c'est super d'ailleurs, parce que vous avez pu, en fait, vous utiliser l'enquête aussi comme une manière de faire des petits diagnostics et de les intéresser et de les motiver sur le sujet. Mais dans certaines autres structures, vu qu'il y a d'autres cadres et d'autres documents, par exemple, d'analyse, ça demandait de faire un travail supplémentaire dessus. Et donc, en fait, ils disaient, nous, on ne peut pas passer l'heure dessus. Donc, c'est aussi pour ça. En fait, je pense que ça dépend en fonction du type de structure et du travail qui est déjà prévu, en plus de l'enquête. Mais effectivement, donc, du coup, c'est pour ça que nous, les deux nouveaux, en fait, on avait, pour pouvoir faciliter le passage de l'enquête, on se disait qu'une demi-heure max, ça nous semblait être un peu ce qu'il fallait. Mais par contre, effectivement, si jamais les participants mettent un point d'honneur à finir les parcours parce qu'ils voient ça un peu comme un défi et que c'est intéressant pour eux de pouvoir participer et de répondre à toutes les épreuves, nous, c'est intéressant aussi pour nous parce que du coup, en fait, on va avoir des réponses sur l'ensemble des parcours et on va pouvoir être beaucoup plus détaillé sur notre analyse sur les participants tout en ayant aussi leur temps de passage. Donc, en fait, nous, d'un point de vue statistique, les deux nous vont. Et après, c'est un peu en fonction de ce qui est déjà prévu dans vos structures. Soit vous avez déjà énormément d'autres choses de prévues et dans ces cas-là, il y a un petit coin de table à la fin pour faire passer l'enquête. Ou alors, effectivement, vous utilisez l'enquête pour aider à diagnostiquer et à réassurer et à un peu intéresser du coup les participants à revenir, comme ce que vous faites, Daline. Donc, ça, effectivement, c'est très intéressant de voir qu'en fait, ça devient un peu un défi pour les participants. On ne l'avait pas forcément préfiguré. Donc, c'est marrant d'entendre ça. Après, c'est comme vous le dites, en fait, ça va être selon l'organisation de chaque structure. Moi, je sais que, par exemple, au début, on nous l'avait présenté comme avant de recevoir quelqu'un, par exemple, vous pouvez le faire passer, ou à la fin d'un rendez-vous, par exemple, individuel, vous le faites passer. Et par exemple, pour nous, ça, c'est impossible. Parce que, en fait, la personne va venir soit pour deux choses, soit pour un accompagnement, pour apprendre un peu le numérique, ou soit va venir pour une démarche administrative, où ça va être quelque chose dont elle a besoin vraiment tout de suite. Ce qui fait que si cette personne-là, je vais lui dire, bon, voilà, on va prendre un quart d'heure, 20 minutes, voire un peu plus, parce qu'il faut quand même que je lui explique, ça veut dire que son rendez-vous se réduit. Et donc, pour nous, ça, c'était pas possible. Donc, pour nous, c'était d'ouvrir des créneaux. À certains moments, au lieu de faire 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, par exemple, sur une après-midi, on s'est dit, on va faire 1 heure, 1 heure, on va prendre 8 personnes sur chaque créneau. Vous voyez, alors il n'y a pas toujours 8 personnes, parce qu'il y a des personnes qui devaient venir qui ne sont pas venues. Mais bon, voilà, en général, on se retrouvait sur une moyenne entre 5 et 8, on va dire, sur chaque créneau. Et pour nous, du coup, ça nous allait mieux. Mais c'est sûr que c'est une organisation, surtout qu'après, il faut quand même quelqu'un qui puisse appeler les gens pour savoir s'ils peuvent venir, leur donner plusieurs créneaux pour savoir quand ils viennent. Donc, on s'était fait un calendrier. Donc, c'est vrai qu'autour de ça, il y a vraiment toute une organisation. Et je peux comprendre que oui, effectivement, ça prend du temps. Oui, tout à fait. Pour compléter, David, par rapport à votre remarque sur les consignes des épreuves, on s'est fait aider, on s'est appuyé sur l'expertise de la NFCI et par rapport à la phase de pilote et la phase de généralisation, on a modifié certaines consignes pour qu'elles soient plus faciles à lire et à comprendre. Ouais. Donc ça, il y a eu des modifs et c'est aussi la NFCI qui nous a suggéré d'ajouter des questions pour réaliser un faisceau d'indices par rapport à la situation d'illettrisme. Oui, exactement, oui. Oui, parce que moi, par exemple, j'avais un public aussi, j'ai un public réfugié, par exemple, qui est plutôt en alpha au niveau de la langue française, qui ne sont pas si mauvais que ça en numérique, mais après, voilà, la langue peut bloquer un petit peu, mais ils ont quand même voulu faire aussi avec. Et effectivement, c'est vrai que certaines consignes pouvaient leur poser problème à eux, mais pas qu'à eux. C'est ça que je veux dire, c'est aussi sur des personnes qui sont françaises, peut-être qui ont peut-être un souci de lecture ou de compréhension par rapport au texte. Et c'est vrai que des fois, simplifier peut-être un peu les choses ou donner, comme vous dites, un petit indice, je pense que ça peut être bien. Ouais.
Ouais, donc ANLCI, pour ceux et celles qui ne connaissaient pas, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et effectivement, comme dit Yoann, on a reformulé certaines épreuves. Aussi, à titre informatif, les consignes des épreuves PICS sont désormais ouvertes à la vocalisation. Donc, si jamais il y a effectivement des personnes qui ont des difficultés de lecture et que vous, en tant que professionnel, vous ne pouvez pas être partout parce qu'il y a 8 personnes qui passent l'enquête en même temps, n'hésitez pas, si jamais il n'y a pas de difficulté de compréhension orale, à leur dire de se faire lire les consignes des épreuves, au moins pour ça. Et nous, effectivement, comme disait Yoann, il n'y a pas non plus de... Enfin, on considère que si jamais il y a, par exemple, des problèmes de vocabulaire sur les épreuves, etc., et qui sont vraiment bloquantes, c'est un peu c'est un peu à la discrétion d'eux. L'idée, c'est que les professionnels n'aident pas le participant à passer l'épreuve, donc en lui donnant les réponses. Mais par contre, effectivement, si on voit des mots de vocabulaire de la langue française qui sont mal compris, ou alors que vous dites que là, la consigne, vous l'auriez formulée autrement, hein, donc vous proposez une reformulation, et le participant, du coup, là, ça lui parle et il sait y répondre, bah là, à ce moment-là, voilà, nous, ça ne nous pose pas de problème. Après, ça, c'est un peu difficile de pouvoir établir une règle immuable sur la question parce que c'est forcément en lien avec vous, ce que vous allez vivre sur le terrain. Mais globalement, effectivement, c'est que vous ne les aidiez pas à répondre aux épreuves PICS parce que sinon, les résultats vont se retrouver à être faussés. Mais par contre, que si jamais il y a des difficultés de compréhension de la langue française, que là, effectivement, c'est que vous puissiez les accompagner. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur où est-ce qu'on pouvait retrouver le lien de l'enquête. La question est très bonne et du coup, on n'y a même pas répondu lors de notre présentation. Mais effectivement, comme a pu dire Déborah, donc le lien de l'enquête est donc dans le guide à destination des professionnels. Il est aussi dans la présentation qui s'appelle Observatoire en bref. Et les deux sont sur le cloud. Le lien vers le cloud, donc là, Déborah l'a mis dans la conversation du webinaire. C'est aussi un lien qu'on pourra transmettre, nous, par plusieurs médiums. Nous, on le transmettra aussi à Ondine en post-réunion pour que vous puissiez la garder. Et on le transmettra aussi par voie de notre newsletter auprès des personnes qui utilisent Pix. La difficulté de cette enquête, c'est qu'il y aura une communication qui va forcément se faire un peu en deux temps parce que l'enquête n'est pas ouverte à tous les citoyens. Elle est vraiment ouverte aux bénéficiaires de la médiation numérique en entrée d'accompagnement. Donc, raison pour laquelle on pourra pas mettre le lien de l'enquête sur les réseaux sociaux. Mais par contre, effectivement, on trouvera le moyen de parvenir jusqu'à vous, comme aujourd'hui, par exemple, lors du webinaire, pour en fait vous transmettre le lien vers le cloud et dans lequel il y a effectivement de la documentation et le lien vers l'enquête. De la même manière, vous, dans vos communications auprès des participants ou des personnes qui voudraient venir passer l'enquête, n'hésitez pas à faire des communications sur les réseaux sociaux. Comme on vous a dit, on a fait des visuels. Par contre, effectivement, évitez dans la mesure du possible de communiquer directement le lien de l'enquête sur les réseaux sociaux pour être sûr que ce soit effectivement le bon public visé par l'enquête qui réponde à l'enquête, tout simplement. Je me permets de faire émerger une autre question qui me semble importante pour tous et toutes. Peut-on faire passer plusieurs fois l'enquête à des personnes différentes sur le même ordinateur? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, c'est une très bonne question. Oui, parce qu'en fait, nous, à partir du moment où vous allez commencer l'enquête, donc le questionnaire parcours 1, la personne décide de continuer sur le parcours 2, elle décide de s'arrêter au parcours 2. Donc là, à ce moment-là, vous allez fermer l'onglet de ce premier passage de l'enquête et une deuxième personne peut venir s'asseoir à sa place. Et là, à ce moment-là, vous allez réouvrir une nouvelle fois sur le même lien, une nouvelle enquête qui va redémarrer au niveau du questionnaire. Donc nous, en fait, il n'y aura pas de difficulté pour qu'on puisse avoir plusieurs réponses si jamais c'est le même outil à partir du moment où la personne va en fait fermer l'onglet avec le premier passage, en tout cas avec ses réponses à lui. Ouais. Si je peux me permettre là-dessus, on a eu un petit souci justement vis-à-vis de ça parce qu'on utilisait les 8 mêmes ordinateurs dans une salle. Et en fait, il a fallu qu'on modifie des paramètres en fait, dans les navigateurs parce que sinon, on revenait tout le temps sur la même personne. Et en fait, on ne pouvait pas continuer sur un nouveau parcours. Ok, intéressant. On va voir si jamais on vous recontactera peut-être, David, pour savoir si jamais nous, on peut faire quelque chose en interne pour que ce soit plus facile. Ouais. Ok.
En théorie, normalement, à chaque fois qu'on clique sur le lien, ça régénère un identifiant. Mais bon, visiblement, On ouais, a eu ce problème-là. oui. On avait changé tous les paramètres justement sur les navigateurs, c'était Firefox, je crois. Et du coup, on a plus eu ce problème. Après, ça passait tout seul. Ok. Bien noté, ouais, merci. Oui, effectivement, on ne l'a pas précisé à l'oral, mais aucune difficulté pour que vous, en tant que professionnel, vous testiez l'enquête, évidemment, avant de la proposer à des bénéficiaires. Indiquez bien le mot test dans le champ ville ou en tout cas dans un des champs du questionnaire, si possible le champ ville parce que ce sera plus facile pour l'analyse des résultats. Mais en tout cas, voilà, indiquez bien que c'est un test pour ne pas qu'on prenne en compte vos résultats. Est-ce que Thomas, tu voulais intervenir a priori, parce que tu as levé la main? Yes, merci. Bonjour tout le monde. Merci Gaël, Johan et également Déborah, plus largement du coup à Pix pour l'orga du coup de cette enquête inédite. Et merci pour la presse. Et merci aussi à David. J'avais une mini question à David. Hyper intéressant les retours que vous avez pu recevoir dans la phase pilote. Ouais, je voulais simplement du coup demander comment est-ce que et si vous pouviez en tout cas vous assurer que les personnes que vous testiez du coup étaient bien en entrée de parcours de médiation. Comment vous avez pu gérer ça ou pas? Enfin, voilà, Alors, tout simplement. on l'a géré parce qu'en fait, c'est un public, le CSAS, c'est souvent un public en fait, où les gens viennent pour des réponses administratives, où vous faites à la place d'eux, et ces personnes-là ne font pas. Donc, en général, elles ne s'intéressent pas spécialement à vouloir apprendre quoi que ce soit en fait comment je veux dire, sur le numérique. Pas qu'elles ne veulent pas, mais souvent, c'est sur des gens qui sont réfractaires à ça. Mais le fait de nous connaître, puisqu'on on les aurait aidés sur une démarche administrative de la CAF, Amélie, etc., etc., du coup, ça les intéresse pour se dire, bah, finalement, peut-être, on pourrait peut-être apprendre pour le faire nous-mêmes. Donc, ce sont des gens, en fait, si vous voulez, on a des listings, en fait, on sait pourquoi les gens sont venus. Par exemple, j'ai une personne qui va être habituée, qui va venir peut-être 30 fois pour un accompagnement numérique, voilà, je sais que cette personne-là, je ne vais pas lui demander. Sur une personne qui va venir sur une démarche administrative, je sais que ces personnes-là, en général, ne font jamais eux-mêmes. Donc, on peut dire que c'est plus ou moins des primo-arrivants. Surtout que ce pas des gens en fait, qui vont peut-être venir qu'une fois ou deux fois et qu'on ne reverra jamais. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu trier un petit peu les personnes. Après, il y a aussi des personnes, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que je travaille sur des ateliers en fait, d'insertion, de chantier d'insertion et aussi d'insertion via des dispositifs. Et ce sont des personnes en fait, qui sont très, très éloignées du numérique. Et en fait, on a toujours une petite plage temps en fait, où on a un peu de temps. Et du coup, je leur faisais faire aussi l'évaluation numérique. On pouvait les aider. Ok, super, merci beaucoup David pour ce feedback. Pour les dernières secondes de ce webinaire, pour ne pas dépasser le temps, j'avais deux informations. Donc, premièrement, effectivement, merci David pour le feedback sur le cache. Effectivement, si jamais vous avez des difficultés et qu'en fait, ça revient systématiquement sur le même parcours, a priori, si on vide le cache, ça fonctionne, donc tant mieux. Effectivement, je vois aussi des questions dans le chat sur des déploiements territoriaux. Nous, effectivement, comme l'a précisé Johan au début de l'enquête, on a un objectif de 1000 répondants sur l'ensemble du national. Mais par contre, nous, on pourra tout à fait vous fournir des résultats sur les territoires, que ce soit des régions, des départements, des métropoles, des villes, si jamais on atteint un minimum de 100 participants par territoire. Il y a en fait la limite pour pouvoir dire quelque chose d'un point de vue statistique et faire des comparaisons au national. Donc, si jamais vous avez ces envies-là sur vos territoires et que vous voulez le déployer au niveau de votre territoire, il n'y a aucune difficulté. Nous, c'est un travail qu'on va essayer aussi de faire auprès des hubs, auprès des collectivités qu'on connaît, etc., pour effectivement faire en sorte qu'il y ait des territoires qui soient porteurs. Et si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place dans votre territoire, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez besoin de nous pour vous aider là-dedans, dans cette démarche. Déborah a mis notre adresse mail dans le chat pour que vous puissiez effectivement nous contacter directement si jamais vous avez envie qu'on intervienne 10 minutes dans une réunion d'équipe ou ce genre de choses. C'est des choses qu'on peut faire. On pourra aussi vous transmettre de la documentation pour que vous puissiez porter la présentation de l'enquête auprès de vos collègues. Voilà, il est 15h01, donc je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Mais merci en tout cas pour tous vos commentaires, vos questions.
C'est super intéressant. On a prévu effectivement avec Johan de faire sans doute peut-être d'autres webinaires pour présenter l'enquête. Donc pareil, si jamais vous avez des collègues qui sont intéressés par ça, on va faire aussi de la communication sur sans doute une série de webinaires pour revenir, pour représenter l'enquête à nouveau. Donc voilà, et merci beaucoup pour votre écoute. Donc toute la présentation sera transmise à Ondine et le lien vers le cloud également pour qu'elle puisse du coup revenir vers vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce webinaire hyper intéressant et pour votre témoignage, David. Et merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. À très bientôt et puis très bonne fin de journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.